Alors nous sommes maintenant avec Camille Dorival, comme nous l'avons été toute la journée, de l'Alternative économique, et Jean-Guy Henkel. Jean-Guy Henkel qui est le partenaire cette année et notre cause au Salon des comités d'entreprise. Alors, Jardin de Cocagne, pour que tout le monde soit au courant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette idée est venue, comment elle a été semée, comment elle a germé et comment elle pousse? Alors comment elle est née après une quinzaine d'années à ne savoir faire qu'une chose, monter des entreprises d'insertion pour des publics en difficulté. On a eu la mauvaise idée au fin des années 80, début des années 90, de vouloir créer une nouvelle forme d'insertion par l'activité économique qui puisse permettre à des agriculteurs en difficulté, aussi bien qu'à des sans domicile fixe avec lesquels je travaillais dans des centres d'hébergement, de pouvoir retrouver une activité agricole et d'insertion. Alors une fois qu'on a dit ça, on s'est dit on va acheter une ferme, ça coûtait beaucoup trop cher, on ne boxait pas dans cette catégorie-là. Donc en fait, on a entendu parler, par différents courants, de dynamiques ou de collectifs qui s'étaient mis en place au Japon, aux États-Unis, sur ce qu'on a appelé les circuits courts de l'agriculture. Comment je produis des choses et je les vends directement à un circuit d'adhérents consommateurs. Et donc on s'est retrouvés les premiers en France à développer une activité d'insertion qui produisait des légumes biologiques. Pourquoi biologiques ? Parce qu'effectivement, il nous semblait qu'après avoir étudié les différents cahiers des charges de la production, c'était un courant qui était porteur d'avenir, qui allait se développer, et puis en même temps qui était respectueux des gens et de la planète, qui permettait d'embaucher des publics en difficulté parce que ça crée beaucoup de postes de travail. Tout ce beau monde encadré par des maraîchers professionnels parce qu'on ne pouvait pas inventer l'agriculture en n'étant que des non-spécialistes. On a loué des terres agricoles, monté des serres, mis un bâtiment et puis on a lancé le premier jardin de Cocagne. Sur un pari totalement stupide en disant à des adhérents consommateurs, des citoyens comme vous et moi, est-ce que vous êtes capable de nous payer d'avance pour un panier que vous aurez dans quelques mois, puisqu'on va commencer dans quelques mois. Et dans ce panier, vous ne choisirez pas le contenu, ça sera des légumes biologiques de saison. Et donc ce pari stupide s'est révélé une bonne mise, puisqu'effectivement, tout de suite, un cercle de gens qui avaient envie de consommer autrement ont dit « Banco, nous, on vous suit dans cette opération-là ». Et voilà comment est né le premier jardin de Cocagne dans l'Est de la France, en Franche-Comté, en 1991. Alors aujourd'hui, sans rentrer sur le marché, les choses comme ça, on va être dans le concret. Je laisserai Camille vous poser des questions qui sont un peu plus économiques, puisque c'est plus sa partie. Aujourd'hui, un élu de comité d'entreprise vous rencontre sur le salon. Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, on s'est développé pendant 15 ans autour de ce concept-là. Aujourd'hui, on n'est pas des imbéciles, on est comme toutes les entreprises. Le monde autour de nous évolue. Il y a de plus en plus de publics en difficulté, il y a de moins en moins de fonds publics pour y... Voilà. Il y a de plus en plus de concurrence puisque tout le monde fait des paniers de légumes alors qu'on était les seuls sur le marché pendant 15 ans. Donc pour assimiler ces nouvelles donnes-là, on a besoin de nouveaux partenariats. Et en particulier, un des partenariats forts, c'est celui de se rapprocher du monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que on accueille aujourd'hui 4500 personnes en difficulté pendant des périodes d'1 an ou 2 sur nos jardins de Cocagne pour les remettre le pied à l'étrier pour qu'ils retrouvent un emploi. Oui, mais le comité d'entreprise, lui, qui va entrer en contact avec vous, concrètement, puisqu'après Camille, je crois, abordera ce sujet du financement et du partenariat, comment ça fonctionne? Est-ce que vous lui dites, vous vous engagez pour un nombre de paniers, on vous les livre, on vous les livre pas? Alors, comment ça marche? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 3 ou 4 choses qu'on va leur dire. Est-ce que vous avez une possibilité quelconque d'essayer de favoriser l'intégration de publics en difficulté qui veulent retrouver un emploi? La deuxième chose, vous êtes en contact avec tout votre personnel. Est-ce qu'effectivement, quelques-uns seraient sensibles à la livraison de paniers de légumes biologiques directement dans votre entreprise? Et on peut se mettre d'accord sur ce principe-là. La troisième chose aussi, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de fonds particuliers. Vous avez éventuellement des possibilités de placer votre argent. On a monté des comptes épargne qui permettent aujourd'hui de rétrocéder à des associations comme nous une partie des intérêts contre un reçu fiscal. Donc effectivement, voilà toutes les choses dont on peut parler. Et on a même des relations avec des entreprises plus abouties aujourd'hui où on est en train d'envisager ce que j'appellerais de la co-construction. Comment on va imaginer ensemble, éventuellement, des entreprises de demain. Je vous donne un tout petit exemple avec un groupe du travaux publics de Grenoble
qui doit refaire des quartiers en difficulté. Ils ne savent absolument pas comment gérer le problème du déménagement de familles qui n'ont pas les moyens de déménager. Eh bien, on a monté une entreprise d'insertion spécialisée dans le déménagement social, si je puis m'exprimer ainsi, qui permet, avec des fonds qui viennent de partout, de pouvoir déménager, refaire l'appartement et de reloger un petit peu ces gens-là. Donc là, on n'est plus tout à fait dans une simple acheter des paniers de légumes ou donner un peu d'argent, mais vraiment dans une co-construction avec le monde de l'entreprise. Et donc, je pense que les comités d'entreprise peuvent jouer un rôle essentiel, puisqu'effectivement, dans une entreprise, il y a le choix du patron et des instances dirigeantes, mais il y a aussi tous ceux qui constituent la vie de l'entreprise à travers les comités d'entreprise. Alors Jean-Guy, vous nous disiez tout à l'heure que les jardins de Cocagne sont sous forme de chantiers d'insertion, donc qui appartiennent à un secteur qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Vous nous avez parlé un peu des spécificités de ce secteur, mais pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous parler des salariés qui sont chez vous, c'est-à-dire d'où ils viennent, combien de temps ils restent chez vous et qu'est-ce qu'ils font après? Alors, les salariés, c'est des hommes et des femmes, c'est voulu comme ça de notre part, à peu près la parité. C'est des gens qui peuvent avoir de 18 jusqu'à 60 ans et qui rencontrent à peu près toutes les difficultés sociales qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui vont de la petite difficulté sociale, de la panne de vie, de la dépression, etc., de difficultés psychiques ou temporaires, jusqu'à des cas de désocialisation extrêmement importants, puisqu'il y a des gens qui auront passé beaucoup de temps à la rue ou sans emploi pendant des années et des années. Donc en fait, c'est justement une de nos particularités, c'est arrêter de cantonner les gens, les handicapés d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes d'un autre côté, les enfants qui doivent se traiter. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on essaie de refaire des groupes cohérents, si je puis m'exprimer ainsi, qui ressemblent de plus en plus à la société. Parce qu'effectivement, des groupes à problématiques, j'ai travaillé, moi, il y a longtemps, avec des toxicomanes où on nous demandait de prendre une quinzaine de personnes et essayer de trouver une activité. Vous faites plus de l'activité ni de l'économique, vous faites que de une espèce de mauvaise thérapie pour des toxicos. Vous ne parlez que de ça. Alors que si vous avez la même problématique mais intégrée tout à fait dans une autre équipe beaucoup plus cohérente, on arrive à mettre ça. Et puis le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que non seulement on propose un emploi, c'est la base des chantiers d'insertion, mais en même temps, on leur demande de bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils travaillent, qu'ils reprennent des habitudes de travail, ils ont aussi une personne à leur disponibilité qui va retravailler sur leur histoire, retravailler sur leurs différents problèmes et essayer de corriger tous ces freins à l'emploi pour qu'au bout d'un an, c'est la moyenne de passage dans un jardin de Cocagne, ça peut aller même jusqu'à 2-3 ans pour les cas les plus extrêmes, on puisse véritablement proposer à des entreprises, des collaborateurs qui ont réglé leurs problèmes sociaux et qui ont acquis des nouveaux savoirs professionnels qui sont vendables en entreprise. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous menez une activité qui est socialement très utile et pour laquelle d'ailleurs vous bénéficiez de financement public au nom du service que vous rendez à la société. Là, on est dans un contexte où le chômage a rarement été aussi élevé. Pourtant, depuis quelques années, les financements qui sont accordés au Jardin de Cocagne, mais aussi à toutes les structures qui font les mêmes activités, enfin, le même type d'activité que vous, sont en diminution assez constante. Comment vous réagissez face à ça? On va réagir de deux manières. Si vous voulez, la comptabilité d'un chantier d'insertion comme celle d'une entreprise, c'est la même. C'est-à-dire qu'effectivement, on est contraint à monter des structures plus grosses et plus productives pour faire plus de chiffre d'affaires. Et puis à un moment donné, on est contraint sur la partie sociale obligatoire, puisqu'en fait, on prend les gens dont personne ne veut et qui ne sont vraiment pas prêts au travail, de vendre une prestation au pouvoir public. Les pouvoirs publics ne peuvent plus la financer seuls, d'où se rapprocher du monde de l'entreprise. Mais ce qui est quand même très important de souligner, c'est qu'une étude d'un cabinet américain anglo-saxon aujourd'hui qui s'appelle McKinsey, qui est venu à Cocagne, elle prouve la chose suivante au pouvoir public. Soit vous laissez les gens au chômage, soit vous laissez les gens chez eux, s'enfoncer dans l'exclusion et dans l'isolement. Et on sait très exactement calculer aujourd'hui combien ils coûtent.
soit vous donnez beaucoup moins d'argent à une structure comme la nôtre, et nous, on peut vous garantir, parce que là, on a des critères objectifs, et puis les pouvoirs publics ne nous ratent pas sur cette question. Ils veulent que près de 60% des gens qui passent par les jardins de Cocagne trouvent des solutions, emploi ou formation qualifiante à la sortie. Donc, en l'occurrence, c'est une bonne affaire pour les pouvoirs publics. C'est-à-dire que 1 euro qui est mis dans une association comme la nôtre génère, qu'est-ce qu'on fait de cet euro? On va le transformer. Le budget d'un jardin de Cocagne, c'est 15% de frais de fonctionnement et 85% de salaires et charges. Donc on recrée aussitôt de la richesse sur le territoire et on donne un peu plus de possibilités financières à des gens qui en étaient dépourvus jusqu'alors. Donc il faut montrer ça. Et puis en même temps, on n'a pas de problème particulier par rapport au fait des subventions, parce qu'on dit souvent, oui, mais ces gens-là, ils sont soit assistés, soit bénéficiaires d'associations qui touchent des subventions. Mais quand on étudie un peu la question, quelle est l'entreprise aujourd'hui qui ne touche pas de subventions? Moi, je viens du monde de l'agriculture qui est financé à 75% par des subventions. Donc, en l'occurrence, on est loin de ça et en même temps, on rend un vrai service d'intérêt général puisqu'on est capable de prendre en charge des milliers de personnes, de coûter moins cher et de leur trouver une vraie solution. Alors, avec cette crise qu'on connaît aujourd'hui, les jardins de Cocagne, c'est combien de gens à réinsérer en plus chaque année? Les 120 jardins de Cocagne aujourd'hui, on accueille un peu plus de 4000 personnes aujourd'hui sur les jardins de Cocagne qui vont rester sur une durée d'1 an. Et comme on monte sans arrêt des nouveaux jardins de Cocagne, puisqu'on en crée à peu près une dizaine par an, ben à chaque fois on augmente, à chaque fois qu'on en crée un, on augmente d'une vingtaine de personnes notre capacité. Alors comment ça se passe? Ce sont des gens qui viennent vous voir pour vous proposer leurs bras, leur force de travail, ou vous avez un recrutement comme le fait une entreprise traditionnelle? On a les deux. Comme une entreprise traditionnelle, d'ailleurs, à un moment donné, peut s'adresser à Pôle emploi ou à la mission locale, et en même temps peut recevoir des CV directement de collaborateurs. Ben nous, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont venir directement se présenter, mais il y a souvent, comme ils ont des grandes difficultés sociales, ils sont connus par les prescripteurs sociaux, on les appelle comme ça sur le territoire, qui émanent de la commune, de la mairie, qui émanent du département, qui émanent de la région, qui émanent de la sécurité sociale, de la MSA, enfin tous les services sociaux qui existent, et qui s'adresse à nous en disant « On aimerait que vous puissiez recevoir monsieur ou madame Michu pour effectivement envisager un bout de chemin avec elle. » Et donc quand cette personne se présente, systématiquement elle fait l'objet d'un long entretien pour voir si effectivement on est l'outil adapté et puis si effectivement elle pourra tenir le choc au travail. Parce que n'oublions pas que le travail de la terre dans un jardin de Cocagne, en ce moment, nous, on est au chaud sur ces fauteuils. Eux, ils sont en botte à triper dans de la terre. Donc, la terre est basse. Donc, il faut quelques capacités physiques. Donc, on ne pourra pas prendre quelqu'un qui est lourdement handicapé physique, par exemple, si ce n'est qu'on l'a déjà fait, mais plutôt sur des postes administratifs et non pas sur des postes productifs. Et puis donc, on va essayer de dresser les contours de ce qu'on peut faire pour cette personne et de ce qu'on pourra organiser comme parcours et professionnel et personnel pendant cette année de présence. Et sorti de chez vous, quelle est la proportion de gens qui retrouvent une activité professionnelle, sociale, traditionnelle, on va dire? Alors, ordinaire. On signe aujourd'hui avec les services de l'État parce qu'ils ne vous donnent pas de l'argent pour vos beaux yeux. Ils vous demandent, on participe à ce qu'on appelle un dialogue de gestion, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur des critères. Et aujourd'hui, ils ont sorti des critères qu'ils appellent des critères de sortie positive et ils nous obligent au moins à avoir 60% de gens qui sortent en sortie positive. Alors ces sorties positives, elles sont de deux natures. On trouve un emploi à la sortie, donc on devient tout à fait classique. Il y a même deux types d'emplois. Il y a le CDI auquel tout le monde aspire, et puis les multiples contrats. C'est surtout les banquiers qui aspirent au CDI pour leurs clients. Oui, mais moins les employeurs. Et les CDD, l'intérim, etc., toutes les formes de travail qui existent. Et puis pour les populations les plus jeunes, ou pour des femmes, parce qu'on a beaucoup de femmes qui ont eu seules, avec enfants, qui n'ont pas eu un processus de qualification. Ce qui va être jugé comme positif, c'est si on arrive à les brancher dans des formations, mais pas n'importe quelle formation, des formations qu'on appelle qualifiantes, c'est-à-dire qu'il va leur donner véritablement un métier dans les pattes qui pourra se vendre sur le marché après. Et vous, votre pourcentage, il est de combien par rapport à ce que vous impose la règle? Bah, aujourd'hui, on doit être légèrement au-dessus de 60%, donc on doit être à 63-64%. Et c'est compliqué parce que, en même temps, si vous voulez, on a toujours des centaines de personnes qui nous demandent à travailler chez nous.
on est victime de ce succès social, si c'en est un. C'est-à-dire que beaucoup plus de demandes que de... Et puis à un moment donné, il faut faire fonctionner une boîte qui doit livrer des paniers de légumes, qui doit produire des légumes bio avec toutes les exigences d'une entreprise classique. Mais en même temps, on doit prendre le temps d'accompagner ces gens-là. Et donc à un moment donné, on peut être enclin, à un moment donné, à faire comme n'importe quelle entreprise, à sélectionner. C'est-à-dire, si vous avez 10 ou 15 personnes, pourquoi pas prendre les 2 qui sont le plus près de l'emploi, avec lesquels ça va être le plus facile. Et donc là aussi, il y a des exigences des pouvoirs publics à faire très attention à ne pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire, à un moment donné, à quoi ça servirait d'avoir des chantiers d'insertion si on commence à se comporter comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire à éliminer tous ceux dont on n'en veut pas. Donc il faut faire très attention et on est très surveillé sur ces questions. Alors moi, simplement, je dirais aux élus de comités d'entreprise qui nous regardent que acheter un panier au jardin de Cocagne, c'est travailler pour remettre les gens dans l'emploi et c'est travailler pour un chantier d'insertion et tout d'un coup, les légumes ont un autre goût peut-être. Ils circulent dans nos paniers bien d'autres choses que des légumes. Et effectivement, je pense qu'ils ont un autre goût. Il y a une adhérente qui est interrogée dans notre petit journal L'Arrosoir, qu'on distribue à tout le monde, et qui disait qu'elle se sentait beaucoup plus intelligente quand elle mangeait des paniers de légumes biologiques venant de Cocagne que d'ailleurs. Et effectivement, ce triptyque qui permet de faire du social, ce cercle vertueux qui permet de faire en même temps une démarche sociale, une démarche économique et une démarche écologique, n'est-ce pas le vrai questionnement, pas que de Cocagne, mais de toutes les entreprises de demain si on veut affronter les 15 ans qui viennent, puisqu'on sera tous confrontés à d'énormes soucis de pauvreté. Près de 12 millions de personnes vivent dans notre pays en dessous ou frisent avec le seuil de pauvreté, avec des crises écologiques qui nous arrivent les unes après les autres et dont tout le monde les prendra dans la figure, plus des crises énergétiques. Et ce n'est pas des débats comme j'ai vu l'autre jour à la télé, de savoir si le pétrole, il n'y en a plus en 2025 ou 2030, c'est plié, il faut inventer autre chose. En même temps qu'il y a une crise démographique, on va être 9 milliards sur cette planète en 2050. Tout ça, c'est pas que le problème de Cocagne, c'est le problème de tous. Et à un moment donné, peut-être que des opérations un peu vertueuses comme celle de Cocagne, c'est le moment d'agiter cette responsabilité sociale, cette responsabilité sociétale et écologique, aussi bien auprès des gens des comités d'entreprise que de tous les citoyens de la Terre. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire modestement. Je crois que ce sera une très belle conclusion. Merci Jean-Guy, merci Camille, et puis à très bientôt sur les salons sur lesquels vous êtes partenaire. Merci.